Bon, ben, avant l'heure, c'est pas l'heure, après l'heure, c'est plus l'heure, comme on dit, hein. Donc, bonjour à toutes et à tous, et merci de votre présence. Donc, je vais être très, très bref, puisque c'est pas moi que j'ai venu écouter, mais le professeur Christian Reims, donc, qui est professeur à l'Université d'Alberta, au Canada. Et donc, c'est sans doute un des grands spécialistes mondiaux des comics. Et donc, il va vous parler aujourd'hui de ce qu'on appelle la double solitude, c'est-à-dire le Canada francophone et le Canada anglophone, qui s'ignorent plus ou moins. Enfin, c'est ce qu'il va essayer de nous montrer. Et donc, en fait, le titre officiel qu'il a choisi pour sa conférence, c'est Où en est la recherche sur la BD canadienne, mais bon, il va parler également de ces doubles solitudes, dont vous les voyez, Fucking Frenchies, etc. Okay. Donc voilà, bonne écoute et merci Christian pour ta présence. Merci beaucoup, merci à l'université, merci à vous tous d'être venus. Ça va, vous m'entendez là-bas au bout? Ouais. Si pas, il y a plein de sièges là, donc vous pouvez. Il y a des places au premier rang. Changer, ouais. Je vais essayer de parler assez fort, mais c'est pas toujours évident pour la dernière rangée, quoi. Ok. Bien, bon, on peut passer la première. Vous avez compris tout de suite que ici vous avez deux solitudes, hein, vous avez deux couleurs différentes, vous avez deux insultes différentes. Right. Je ne sais pas si vous connaissez celle-là d'ailleurs, probablement pas en fait. Un esti de tête carrée. Donc c'est la manière dont les Québécois appellent quand ils insultent plutôt vieux style, hein, les anglophones au Canada. Je suppose que vous avez le même genre de choses entre les Andalous et les Madrilènes, peut-être, je sais pas, non? Okay. Ou les Catalans évidemment, ou les Basques, etc. Il y a plus de deux solitudes en Espagne. Et donc, esti, ça vient de hostie, en fait. Hostie, ça va, hostie en français? Presque comme en anglais, je crois. Hostia, hein. Vous savez que les Québécois, en fait, pour jurer, en fait, utilisent beaucoup de mots religieux. Hein, c'est deux fois plus, enfin, ça se fait aussi dans d'autres langues d'ailleurs, mais oui, bien sûr, spécialement dans les pays catholiques, évidemment. Donc voilà, vous avez déjà les deux solitudes ici. Alors, c'est sur la bande dessinée, donc, ça marche pas là. Je peux pas appuyer. Non, je peux pas descendre. Attends, peut-être. Maintenant, oui, ok. Voilà. On va commencer par des questions, que ce soit un peu interactif. Donc voilà, les questions ici. Combien d'habitants au Canada? Alors, le premier ne reçoit rien. Le deuxième non plus, d'ailleurs. Qui sait combien d'habitants au Canada? Personne, bah, c'est pour ça que les questions sont là, parce que je sais que vous ne savez pas les réponses, donc comme ça, je peux parler. Environ 40 millions. 40 millions d'habitants, donc un peu moins que l'Espagne. Juste, en Espagne, 47, 48 millions. Ouais, ok, donc un peu moins. Okay. Combien au Québec? Québec, ça fait partie du Canada, ok, vous ne le sauriez pas encore. Tout le monde le savait, ça, non? Oui. Hein. Donc, le Québec, c'est partie du Canada. Combien de Québécois? Donc, il y est 8. Ok, donc 8 sur 40. 8 millions. 8 millions. Oui, 8 millions, oui. Oui. Donc 8 millions sur 40, donc un cinquième à peu près. D'accord? Ça veut dire qu'il y a 32 millions d'anglophones. Ok, donc vous avez maintenant une idée précise. Vous avez une disproportion très forte. D'accord? Combien de langues officielles au Canada? 2. Tout à fait correct, ouais. Et puis combien d'habitants d'origine autochtone? Ça va, origine autochtone, ça va? Vous pouvez, ouais. À votre avis, combien à peu près? Je vais vous donner la réponse. Vous êtes ici. Donc, vous avez 70% de blancs. Je sais pas, on n'utilise pas tellement ça en Europe, en fait. Aux États-Unis ou au Canada, on utilise ça de toute manière très courante. Donc, blanc ou caucasien. OK? Caucasian, en anglais, donc. Et donc, on a 30% de non-blancs au Canada. OK? Donc, ça veut dire que les minorités deviennent de plus en plus fortes au Canada, de manière très visible, puisque c'est un pays d'immigration, de très forte immigration, évidemment. Et autre chose à dire aussi, c'est que le multiculturalisme, ça va, le mot, ouais, c'est assez facile à comprendre, hein. Le multiculturalisme est une politique officielle au Canada. Dans très peu de pays, le multiculturalisme est officiel. Là, c'est officiel, c'est-à-dire dans les politiques que le gouvernement applique, il y a une intention multiculturelle, si vous voulez, d'accord?
C'est important à savoir pour justement comprendre les deux solitudes. Ok. Et puis autre chose pour vous montrer que le Canada, c'est quand même pas un petit pays, même si c'est plus petit que démographiquement, pas géographiquement, mais démographiquement, c'est beaucoup plus petit que, enfin beaucoup, non, un peu plus petit que l'Espagne. Comment dire, le Canada, à partir de 76 ou 76, hein, fait partie du G7. G7, ça va? C'est les 7 pays, les 7 puissances les plus importantes industrielles, comment dire, du monde, et que depuis 76, 76, le Canada en fait partie. L'Espagne n'en fait pas partie. Donc ça vous donne une idée de la puissance aussi canadienne. Hein. Donc c'est un pays important. Ok. Ok. La BD canadienne. Ça dit quelque chose à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un peut citer une BD canadienne, anglophone ou francophone, ou autre d'ailleurs? Non, je pensais bien, c'est pas grave. Ça vous montre que pays, j'ai terminé par J7, c'est un pays important, mais la bande dessinée. Par contre, je pense que vous pouvez citer une BD espagnole. Quelqu'un? Tous, plus ou moins? Au moins une BD espagnole, oui? Faites-moi oui, oui. Ok, ok, je vois tout. Merci. Sinon, je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Comment dire? Donc, d'accord. Bon, donc la BD espagnole, vous connaissez évidemment, c'est normal, vous habitez en Espagne. BD française, puisque vous étudiez le français. Oui, vous en connaissez au moins une. Franco-belge. Non, c'est une bonne question. Franco-belge, on va dire. Pour simplifier, c'est beaucoup plus compliqué, mais pour simplifier. Ok? Ça va, vous en avez tous une en tête au moins. Tintin, par exemple. Ouais, tout le monde connaît Tintin. Astérix. Ouais, ouais. Donc voilà. Mais vous ne pouvez pas citer de BD canadienne. Donc ça vous montre aussi que la Belgique fait pas partie du G7, mais Tintin, il en fait partie lui. Ok. Donc oui, la discrepancy, hein, la différence énorme qu'il y a dans la puissance économique et puis la non-puissance comique, économique, comique. Ok. Ça rime bien. Ok, ok. Voilà. Donc vous avez des exemples. En voilà d'ailleurs quelques-uns rapidement. La question paraît très simple. Qu'est-ce que la BD canadienne? Mais en fait, elle n'est pas simple. C'est pour ça que j'ai mis des guillemets à Canada et à BD. Parce que d'abord, qu'est-ce que la BD? C'est pas aussi évident que vous pourriez le croire. On va pas trop discuter de cet élément. On va le faire de manière intuitive. On sait ce que c'est qu'une BD. Okay. Par contre, le Canada ou la BD canadienne, c'est un peu plus compliqué. Par exemple, est-ce que c'est une BD qui est créée au Canada ou bien est-ce qu'elle est imprimée au Canada, qui devient de plus en plus rare, même en Espagne, hein, comme vous savez, on fait imprimer en Chine ou dans d'autres pays. Hein, et est-ce que c'est édité au Canada ou pas? D'accord. Et donc là, vous avez des différences énormes. Par exemple, un auteur que vous connaissez peut-être, qui s'appelle, je m'avance, mais on ne sait jamais. Guy Delisle, ça dit quelque chose à quelqu'un? Guy Delisle? Non? Ok, c'est un des grands de la bande dessinée francophone, qui a écrit entre autres des travelogues, en anglais, travelogues, parfois on utilise en français le mot travelogue, donc des journaux de voyage, si vous voulez. Donc il a voyagé beaucoup en Corée, par exemple, en Chine, à Jérusalem, et il a écrit si vous voulez, un rapport écrit et en même temps dessiné, en fait, une bande dessinée sur son voyage. Okay, donc il est très connu, mais il est né au Canada, au Québec précisément. Mais ces BD sont toutes publiées à 99% en France, et il habite en France depuis plus de 30 ans. Donc, est-ce que ces BD sont encore canadiennes? Okay. Alors, évidemment, les Québécois ou les Canadiens en général vont dire oui. Hein, toujours un peu de nationalisme derrière, okay. Mais c'est pas évident parce que en fait, dans ces BD, ils parlent pas du Canada. Donc, est-ce que c'est des BD canadiennes? C'est une question qu'on peut se poser. Okay. Alors, on peut continuer comme ça. Ici, vous avez des exemples. Voilà Guy Delisle ici. En fait, ça, c'est une des BD qui est peut-être un peu moins connue, qui est toute récente, Chronique de jeunesse. Ça, c'est une BD autochtone, okay, qui s'appelle Sept générations, donc qui remonte à comment dire à la BD, si vous voulez, lorsque les Indiens, c'était appelé comme ça à l'époque, hein, les autochtones, les indigenous en anglais, donc avant donc l'invasion européenne, si vous voulez, l'occupation européenne, la colonisation européenne. Et puis ici les nombrils, quelqu'un connaît les nombrils? Très populaires même en France en fait. Elles se vendent énormément comme comme des croissants. Pas autant peut-être que les croissants, mais presque. Ok. Et puis ça, c'est une Française qui habite au Canada. Et puis ça vous montre la diversité.
en partie. Et puis celle-ci, c'est une BD, par exemple, pour montrer la diversité aussi. Ça, ce sont des livres, mais comme vous le savez, la BD, c'est pas seulement publié en livre, c'est publié, par exemple, dans les journaux ou sur le web. Donc, il y a des différences, évidemment, hein. On va pas trop parler de ça, on va parler surtout de la BD en livre. OK? Voilà. Alors, pour vous donner une idée des deux solitudes, une première idée des deux solitudes, je vous présente un texte qu'on trouve sur le site web de la Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Okay. Alors, il est écrit comme première phrase, comme au Québec, l'édition de la bande dessinée canadienne. Vous voyez, la première phrase, elle dit tout de suite qu'il y a une coupure, hein, parce qu'elle dit, comme au Québec, la canadienne. Ça devrait pas, cette coupure ne devrait pas exister puisque les Québécois sont canadiens. Donc mais c'est assumé, si vous voulez. D'accord? Alors, je ne sais pas si on trouve ces exemples-là en Espagne, avec les Catalans qui diraient ça, par exemple. Comme en Catalogne, la BD espagnole, c'est des choses comme ça, quoi. Donc, ça montre tout de suite la coupure. Donc, ça, c'est un document officiel. C'est écrit par la Bibliothèque nationale, d'accord, des archives. Vous imaginez? Donc, officiellement, ils reconnaissent que, en fait, c'est deux choses différentes. OK? Donc, pour vous donner juste un seul exemple, il y en a beaucoup, on va en voir d'autres, hein. Alors, la BD canadienne, donc voilà, donc d'autres exemples ici que je vous présente. Donc, elle est immense, hein, même si vous la connaissez pas, c'est assez grand. Elle est devenue importante depuis les années à peu près 90. Elle est sur divers supports, hein, comme le journal, par exemple, qu'on appelle les strips en anglais, comic strip, right? Les albums, donc les livres, si vous voulez, qui sont parfois appelés romans graphiques ou récits graphiques. Le manga, c'est pas le manga ici. Oui, c'est un peu, maintenant ça devient une obsession. Vous savez pourquoi je dis ça, hein, manga. Ouais, ok. Donc c'est une erreur. Donc magazine, ça va. Et en ligne, donc, ouais, bon, pas. Et puis les âges aussi, c'est différent. Les âges aussi, c'est différent. Donc enfant, ado, adulte. La BD pour enfants est, bon, pas nécessairement connue. Par exemple, moi, je la connais très peu. Je m'intéresse peu à c'est pas que c'est pas bien, c'est que il faut limiter le corpus. Je sais pas si vous travaillez parfois sur des corpus comme ça, le corpus linguistique ou corpus livresque, etc. Et donc, vous devez vous limiter. Et donc, par exemple, moi, la BD pour enfants, en général, je l'intègre pas dans mon corpus. Ok. Je travaille surtout sur celle pour ados et plus encore sur celle pour adultes. Ok. Alors, vous avez aussi les genres qui sont très différents. Hein, les genres intimes, autobiographiques, historiques, didactiques, humoristiques, etc., etc. Il y en a beaucoup d'autres. Okay. Puis vous avez des styles différents. Okay. Et ouais, je vais terminer avec ça. Et puis donc, ça c'est notre groupe de recherche. Donc, on a formé un groupe de recherche d'une dizaine de chercheurs qui, tous ensemble, on travaille sur la BD canadienne. Okay, et spécifiquement dans le cadre des deux solitudes. Okay. C'est un site web, donc c'est notre site web. OK. Alors, je vais introduire rapidement deux concepts qui nous permettent de travailler, d'analyser ce qu'on fait. OK. Bonjour. Bonjour. Quelqu'un peut récapituler ce que j'ai dit jusque maintenant pour les deux? OK, OK. Donc, introduction, donc c'est en anglais. Je suis désolé, je n'ai pas traduit, j'aurais dû. Donc, le concept des deux solitudes et le concept de comics worlds. OK. Donc, ça, les deux mondes de comics. OK. Donc, ça, c'est tiré d'un roman qui s'appelle Two Solitudes, qui est écrit en anglais en 1945 et qui se passe à Montréal. Et à Montréal, aujourd'hui, évidemment, ville que l'on connaît comme francophone, à l'époque, elle est colonisée par les anglophones. Hein, et donc, c'est le roman qui raconte l'histoire de deux sociétés qui se comprennent pas, qui se fréquentent pas. Et c'est pour ça que ça s'appelle Deux Solitudes. Donc, les anglophones vivent à Montréal. Et encore aujourd'hui, 15% d'anglophones à Montréal, par exemple. Et ils se fréquentent pas. En général, les anglophones sont beaucoup plus riches. Ils sont protestants. À l'époque, ça a beaucoup moins d'importance aujourd'hui, mais à l'époque, en 1945, c'était encore très important. La religion est encore dominante, si vous voulez, comme facteur d'influence. Okay. Tandis que les Québécois francophones sont... J'essaie de voir si vous écoutez ou pas. Sont... Ok, mais je voulais que eux. Ok, donc ils sont catholiques. Ok, donc et à l'époque, catholiques protestants, ça s'entend pas très bien. Ok, encore une fois, aujourd'hui, c'est quelque chose pour vous qui probablement n'est pas très important, mais qui à l'époque était très important. Ok, un peu comme au XIXe siècle, même en Espagne, ça pouvait être un problème crucial. Ok, ok. Et donc le deuxième concept, ouais, je vais peut-être
expliquer le premier d'abord. On revient sur ça. Donc, c'est une des bases qui a été la notion des deux solitudes, qui a créé la notion des deux solitudes. Donc, la séparation entre les communautés françaises et anglophones, c'est-à-dire francophones et anglophones pour être plus correct. C'est quelque chose on peut établir un parallèle direct entre la Belgique, hein, avec la Belgique, où on a deux communautés aussi, plus ou moins, hein, avec à l'inverse, si vous voulez, puisque les francophones, dans ce cas-là, étaient les dominateurs, alors qu'au Canada, c'est la dominée. Si vous voulez. Okay. Et évidemment, elle est aujourd'hui désignée comme les deux colons. Ce sont les anglophones et les francophones, c'est ceux qui ont colonisé le Canada. Okay. Donc, de cette troisième, qu'on va voir, ces troisième solitude, qui sont les autochtones, indigenous en anglais. Ok. On va plus passer ça, voilà. Donc, pour donner une idée des tendances, dans le domaine de la bande dessinée, il y a une séparation assez nette aussi. Donc, on a vu qu'il y avait une séparation de langue et de religion. Okay. Donc, ça, c'est traditionnel. Celle de religion a plus ou moins disparu, c'est très nettement atténué. La linguistique, évidemment, reste très forte, la séparation entre les deux, même s'il y a des ponts entre eux, avec la traduction, par exemple, dans le domaine du théâtre, du roman, etc., il y a pas mal de traductions, donc il y a des ponts culturels entre les deux. Okay. Donc, des romans français, francophones, si vous voulez, les Québécois, sont lus par des anglophones et réciproquement. Okay. Dans le domaine de la BD, c'est différent. D'abord, il y a beaucoup moins de traductions. En tout cas, jusqu'à récemment, il y en avait beaucoup moins. Et ensuite, c'est deux traditions différentes. La tradition anglophone s'inscrit dans la tradition américaine. Et la tradition américaine était dominée, c'est plus le cas depuis une dizaine, une vingtaine d'années, était dominée par le super-héros. Okay. Alors que la tradition francophone était dominée par Tintin. Pas nécessairement ce Tintin-là, probablement parce que Tintin-là. Hein. Donc ça, c'est une parodie, hein, ce qu'on appelle une parodie, elle se moque de Tintin. Hein. Et puis ça, donc il y a une troisième tradition, par exemple francophone, ici, qui en fait, on appelle alternative. Donc ça, c'est mainstream en anglais, donc on va dire, le grand public, si vous voulez, on pourrait traduire ça par grand public. Hein. Tout le monde disait ça, tout le monde a mené. Beaucoup d'anglophones disaient ça, canadiens anglophones, beaucoup de francophones disaient ça, mais pas réciproquement. Okay. Donc cette BD-là était quasiment inconnue dans le domaine anglophone, et inversement, un peu moins, puisqu'il y a domination culturelle, évidemment, mais ça reste vrai. Celle-ci, en fait, était influencée par les deux, à la fois par la tradition américaine et par la tradition francophone. Mais elle est alternative, c'est-à-dire qu'elle est lue par très peu de gens. Hein, avant-garde, si vous voulez, où les différents termes ne sont pas exactement les mêmes, mais on va garder alternative. OK. Donc, les deux dominantes, c'est celle-ci. OK. Et je vous montre bien la séparation entre les anglophones, la BD francophone et les comics, si vous voulez. Okay. Jusqu'à il y a 30 ans, c'était quasiment absolu, à 80%, 90%. Okay. C'est moins vrai, évidemment, dans les dernières années, mais ça reste vrai. OK. Alors, justement, maintenant, ça nous permet de parler de la troisième solitude. Donc, à partir des deux solitudes, notre groupe, on a créé deux nouvelles solitudes. Une troisième, qui est la solitude autochtone. Ça, c'est parce que, en fait, les autochtones ont très peu de contacts positifs avec les anglophones et les francophones. Bon, c'était vrai, certainement, jusque les années 90, non, 1990, non. Et ça devient de moins en moins vrai, mais ça reste fondamental quand même. Okay. Donc les communautés autochtones sont isolées, en général littéralement, dans des réserves, mais ils sont isolés aussi pour des tas de raisons que vous pouvez imaginer, de racisme, etc., etc. Donc de traditions coloniales qui ont créé un système qui fait qu'ils sont isolés. Donc elles ont leur propre tradition de BD, si vous voulez, en général plus influencées par les anglophones, en général. Donc les BD qu'elles créent, c'est des BD assez influencés par le comics. Okay. Mais ici, ce que je vous montre, c'est en fait le fait que les francophones et les anglophones ont approprié, je ne sais pas si le terme est devenu commun en critique francophone, mais il est très important en critique anglophone. Donc, on se sont appropriés des choses, des idées, des représentations, des héros pour eux-mêmes, si vous voulez. Donc, par exemple, je donne un exemple. Nelvala, par exemple. Nelvala, c'est une héroïne inuite, par exemple, qui était dans les traditions folkloriques, traditionnelles, dans les contes, si vous voulez, que les Inuits, ça va, les Inuits, ça va, bon, hein, en général, simplifié, au nord du Canada, la partie du Canada aussi, au nord du Canada. Donc, il y avait
des Inuits, donc qui racontaient des histoires, nécessairement, comme toutes les cultures, et Nelvala était une des héroïnes. Elle a été appropriée dans les années 1940, par les Blancs de l'époque, ce que j'appelle donc les colons, si vous voulez, de l'époque. Et ils en ont fait leur propre héroïne, évidemment en la blanchissant, donc comment dire, en la présentant plus comme une héroïne, comment dire, anglophone, si vous voulez, de l'époque, en éliminant certains traits fondamentaux de la culture autochtone, inuit dans ce cas-ci. Pas tout à fait la même chose. Je simplifie. Hein, vous pouvez me poser des questions après. Je suis obligé de simplifier un peu parce que tous ces termes-là, inuit par exemple, c'est pas exactement la même chose que autochtone ou troisième ou First Nation. Ok, mais j'ai pas le temps de pouvoir expliquer chaque terme. C'est pour ça que je mettais des guillemets à certains mots parce qu'en fait, les choses sont plus compliquées. Okay, voilà d'autres appropriations. Donc, comment dire, donc ça c'est d'autres BD où on a approprié ici des autochtones aussi, ici aussi, j'ai pas le temps de parler de tous ces BD, mais celle-ci est faite en 2026, et ça c'est difficile 2026, parce que ce n'est pas encore 2026. Donc c'est ce qu'on appelle une coquille, hein, d'accord? Donc c'est pas 2026, c'est 2025, mais peu importe. Voilà, donc voilà un exemple d'appropriation dans le domaine de la BD belge, par exemple. Hein. Chose intéressante, c'est que c'est une appropriation positive, hein, parce qu'il y a des appropriations négatives et d'autres positives. Ça reste une appropriation, mais elle est positive parce que les Indiens d'Amérique sont en fait dans Tintin présentés plus ou moins positivement contre les Américains. Okay, mais on n'a pas le temps de trop rentrer. Je ne sais pas si vous connaissez probablement pas ça. C'est une BD qui était très célèbre dans le domaine de la BD, chez les enfants spécialement. Et puis voilà, ça c'est une BD par contre autochtone, fait par des autochtones, en général lue par des autochtones, mais maintenant de plus en plus au-delà, puisque on commence à sortir des trois solitudes. La troisième solitude commence à s'épanouir au-delà, pour des tas de raisons, entre autres grâce au multiculturalisme du gouvernement canadien. Ok, ok. Voilà un exemple d'œuvre assez complexe, plutôt alternative, autochtone. Okay, c'est par donc un auteur qui s'appelle Yagulanas, qui est de la côte ouest. Je ne sais pas si vous voyez le Canada, donc c'est du côté de Vancouver. Okay, donc au nord de Vancouver, il y a plusieurs cultures autochtones. L'une d'elles s'appelle Aïda, c'est le nom de la culture, Aïda, et il a créé une œuvre qu'il a appelée Red Haida Manga. Okay, donc Red, rouge, hein, pour la référence, entre autres, ironique à peau rouge. Okay? Et Aïda, c'est le nom de cette culture. Et manga signifie que, et en fait, lui s'est approprié la culture manga qui, dans les années 90, commençait à être très célèbre et très courue, si vous voulez. Okay? L'ironie, si vous voulez, c'est qu'il fait ça, il le dit explicitement et ça se voit dans l'œuvre, il fait ça, en fait, pour dire, je veux pas que ce soit un comics. Parce que les comics, c'est produit par les anglophones m'ont colonisé, donc je ne veux pas être influencé par la culture anglophone. Et donc il dit, je vais prendre une autre culture que celle des colons, les francophones et les anglophones, je vais prendre la culture japonaise. Ironie évidemment, parce que les Japonais ont été aussi des impérialistes, ils ont aussi eu un empire pas longtemps avant, ou quasiment parallèlement à l'empire belge par exemple. Okay, alors, ce qui est très intéressant dans l'œuvre ici, vous avez une toute petite partie évidemment ici. En fait, c'est un mural, comment dire, une peinture murale, si vous voulez, au départ, qui est immense, qui est plus grande que l'écran ici, un peu plus grande, pas beaucoup plus grande, mais un peu. Et ça, c'est donc une partie. En fait, il y a au total 108 squares, cases, ok. Et ces cases sont de manière traditionnelle. Ça existait aussi dans la BD traditionnelle, faites comme des carrés qui sont l'un après l'autre, tous réguliers plus ou moins. Hein. Dans une BD vraiment très traditionnelle, c'était comme ça que c'était fait. Hein. Il n'y avait pas de changement de dimension, un peu comme dans les mangas que vous connaissez probablement. Qui lit des mangas maintenant? Personne ne lit manga? Ouch. Ok, une, deux, trois, quatre. Oh, ouais. Ok, wow. Ok. Même les mangas. Bah, c'est vrai qu'il y a des tas de choses autres maintenant. Les séries télé, etc. Donc, ça devient difficile. Bon, bref, tout ça, donc, est très intéressant parce que ce qu'il fait, c'est qu'il dessine une première version, qui est la version séparée par des bandes blanches. C'est pas pour rien qu'elles sont blanches. Okay, d'une part parce que c'est comme ça qu'en général une BD est faite, elle est séparée par des, mais aussi parce qu'il y a une référence à blanc, évidemment.
Okay. Et puis, il fait d'autres cases qui sont séparées par une bande noire. L'opposition, évidemment, est claire, right? Entre le colon et le non-colon, si vous voulez. Et si vous lisez la BD comme ça, vous avez une version plus ou moins. Si vous la lisez comme ça, vous aurez une autre version, une autre lecture. Donc, il y a deux versions. C'est une œuvre assez difficile à lire. Il faut vraiment beaucoup de temps, beaucoup de patience. Ok, c'est un peu comme un puzzle, si vous voulez. Hein. Et donc, voilà, il dit, avec ça, je montre qu'en fait, il y a plusieurs versions possibles. Une version hyper rationnelle, coupée en avec des lignes droites, blanches, ok, qui reflètent la colonisation, qui reflètent l'idéologie coloniale. Et puis, la version séparée par des courbes et qui reflète la culture Haïda, la culture non coloniale, si vous voulez. Okay, il les met tous les deux en parallèle. Okay, on a l'heure? Ça va, je tiens. Ok. Et alors maintenant, il y a une quatrième solitude qui est le monde des mangas. Alors pourquoi je l'appelle une solitude? C'est le cas aussi en Europe, mais depuis une vingtaine d'années de moins en moins. Mais quand même, ça existe même en Europe. C'est-à-dire qu'en fait, la lecture des mangas, les lecteurs des mangas, les festivals de manga, les festivals de manga, toutes les associations de fans, etc., sont isolées. Si vous demandez, par exemple, et nous l'avons fait, si vous demandez, par exemple, à des fans de manga, ils vous disent la BD, j'aime pas ou je connais pas. Ou les comics, j'aime pas ou je connais pas. Ils lisent des mangas uniquement. Donc, ils vivent dans leur propre monde, si vous voulez, et c'est pour ça qu'on l'a appelé la quatrième solitude. Parce qu'il y a un quatrième monde qui, à côté des trois autres, existe sans relation importante. Ils en ont, hein, c'est rien du tout, mais très peu. Okay, et voilà l'exemple de manga, on vient de le voir, c'est donc Red Manga, dont je vous ai parlé avant. Il y en a d'autres, par exemple celle-ci, et celle-ci est un bon exemple aussi de savoir si c'est canadien. Alors ça, c'est une Russe qui a fait cette BD, qui est allée au Canada, anglophone, et puis qui est partie vivre en Californie. Alors, est-ce que cette BD est canadienne? Elle est russe, donc elle est allée au Canada quand elle avait 14 ans, puis elle a vécu 10 ans au Canada, elle a fait cette BD, et puis elle est allée en Californie. Donc, savoir si c'est une BD canadienne ou c'est pas une BD canadienne, c'est pas évident. Les Canadiens, encore une fois, vous diront oui, évidemment. Hein. Et donc, c'est très influencé par les mangas en plus. Donc, c'est ce qui fait aussi la question. C'est-à-dire que, est-ce que c'est canadien? C'est du manga. Est-ce que le manga est canadien? C'est une question. Je ne sais pas si ça existe, s'il y a des exemples. J'aimerais bien, en fait, savoir, si quelqu'un le sait, s'il y a des mangas, des BD espagnols influencés par des mangas. Donc, c'est des BD espagnols, faites par un espagnol, mais qui sont de style manga. En France, il y a un fort mouvement. Pardon? Je pense qu'il y en a. Ok. Ce serait pas étonnant, puisque. C'est un peu alternatif. Oui, donc ça reste encore. Voilà. Donc, dans ce sens-là, une solitude isolée, un peu. Oui. Ouais, ok. Et ça, c'est une française, donc je vais dire française francophone, une BD canadienne francophone, qui malheureusement est out of print, qui n'est plus disponible, je trouve très intéressante, mais qui malheureusement, comme je dis, et puis, qui est très influencée par les mangas aussi. Et là, c'est un site d'un magazine manga canadien. Donc, pour vous dire, on a une sorte d'évolution, parce que là, c'est fait par pas d'évolution, mais de différence, si on veut. On a donc différents types de mangas, de BD influencés par le manga, à différents degrés, de différentes manières. Okay, mais elles sont relativement isolées. Okay. La deuxième méthode que j'utilise, que le groupe utilise, c'est la méthode de la sociologie, de considérer le monde, les mondes de la BD, des comics, des mangas, comme des mondes complexes où l'œuvre est un des éléments de tout ce monde. Quand on essaie de comprendre comment interpréter l'œuvre, on n'interprète pas seulement l'œuvre, on interprète aussi le rôle des autres facteurs, et entre autres le rôle des autres acteurs. Par exemple, l'imprimeur, l'éditeur. On ne sait pas souvent, mais l'éditeur a parfois un rôle très important, une influence très importante sur l'œuvre, en censurant, ou en orientant, en conseillant, etc. C'est quelque chose qui n'est pas souvent dit, mais qui en fait a une extrême importance. Dans certains cas, très important. Dans d'autres cas, moins important. Mais quand même, c'est présent. Okay, donc, il y a une série d'acteurs dans ce monde qui jouent les uns avec les autres, qui jouent dans le sens figuré, donc
qui collaborent, si vous voulez, les uns avec les autres. Et c'est la manière pour nous de comprendre une œuvre. Donc, on n'essaie pas de comprendre une œuvre seulement en la lisant. On lit l'œuvre, puis là, on l'interprète, comme on fait souvent à l'école. Vous avez fait ça ce qu'on dit pour nous. Pour nous, non, tu veux. Ah bon. Bachi, le bachi, donc. On ne dit pas bachi. Donc, pour faire à l'école secondaire, c'est ce que vous faites, vous lisez l'œuvre et puis vous discutez par exemple l'interprétation de l'œuvre, interpréter les personnages, par exemple. Hein. Mais nous, on fait ça, mais on l'intègre en même temps dans un monde beaucoup plus complexe où on essaie de voir quel a été le rôle de l'éditeur, quel a été le rôle des journaux, par l'influence des journaux qui donnent une interprétation plutôt qu'une autre, par exemple. Donc, on essaie de jouer avec tous les facteurs, enfin, en tout cas le plus possible, okay, pour montrer la complexité de l'interprétation d'une bande dessinée, par exemple. Évidemment, au départ, ça a été fait en fait par un sociologue qui s'appelle Howard Becker, qui est américain, et qu'il avait fait pour le domaine de l'art. Il avait fait pour le domaine, par exemple, l'art au sens vraiment très général. Il était lui-même pianiste de jazz et il l'avait fait au début pour interpréter le monde du jazz, si vous voulez, pour montrer que c'était encore une fois qu'il n'y avait pas un seul personnage, celui qui jouait, par exemple, qui était important, mais il y avait une série de phénomènes complexes qui créaient cette œuvre. Okay, voilà, donc je vais passer. On a combien de minutes encore là? Tu as 10 minutes. Ouais, ça va. Je vais aller ici. Ouais, donc il y a des transferts. Donc je vous ai parlé de solitude, mais évidemment notre but n'est pas vraiment de dire oh il y a des solitudes et puis c'est fini, plus rien. En fait, ce qui nous intéresse, c'est d'analyser les transferts, c'est-à-dire d'une solitude à l'autre, qu'est-ce qui se passe? Quels sont les passages qui se font à travers, par exemple, la traduction, par exemple. Donc on fait la liste de traductions, quelles sont les œuvres qui sont traduites. Pourquoi ces œuvres-là sont-elles traduites et pas d'autres? Est-ce qu'un genre est plus traduit qu'un autre? Donc, est-ce que le genre historique est plus traduit dans notre langue que le genre humoristique? Donc, on essaie de comparer tout ça. On est une équipe de 10, hein, parce que c'est gigantesque comme projet. Hein, comme souvent, des groupes de recherche, ils prennent des projets assez grands hein, pour pouvoir justement avoir une vue complexe de ce monde, de ces mondes. Okay, alors, il y a par exemple une spécialiste italienne. Il y a des Italiens dans la salle? Ouch. Ok, je suis désolé, je vais la critiquer. Non, je ne sais pas méchamment, pas du tout. En fait, c'est une collègue. Mais elle a fait un livre dans lequel il y a un chapitre qui parle des contacts entre les francophones et les anglophones. Et en fait, elle fait du bon boulot en essayant d'analyser. Le problème, c'est que son analyse, sa conclusion, c'est qu'il y a des transferts. Et pour nous, dans notre travail, on constate qu'en fait, c'est beaucoup trop positif, c'est beaucoup trop optimiste, parce que c'est vrai qu'il y a des transferts, mais quantitativement, c'est pas significatif. Et donc, sa conclusion est biaisée, parce que c'est pas quantitatif. Donc, elle dit, ah oui, par exemple, elle prend 3 années de suite, il y a eu une revue où il y avait effectivement des échanges à Montréal, des échanges de BD, dans la BD et de BD. Okay, mais ces échanges, en fait, étaient pendant 3 ans seulement. Et puis, la revue est tombée à l'eau. Donc, je crois que c'est de 2015 à 2018, comme ça. Et puis, c'est tombé. Ça a disparu. Donc, le fait que ça ait disparu montre bien que ça n'a pas pu tenir. D'accord? Donc, voilà. C'est pour vous donner un exemple qu'il y a des transferts, mais qu'il ne faut pas non plus être trop optimiste. OK? Donc, ça veut dire que les solitudes existent toujours. Elles persistent, si vous voulez. C'est aussi un magazine qui a enfin, vous pourrez me poser la question si vous voulez. Donc, l'oubli manga. Voilà. Ça c'est un exemple de BD qui sont, je vous disais, donc produites dans un pays, dans une culture différente de la culture japonaise. Par exemple, quelqu'un connaît les manfra ou les kanga? Alors ça, les kanga, je suis sûr que vous ne connaissez pas. C'est moi qui ai créé le mot. Donc, mais les manfra, ça veut dire les mangas français. Okay, donc, ce sont les mangas qui sont créés par les Français. Okay, et moi, j'ai créé les kangas, c'est-à-dire les Canadiens. Donc, les mangas canadiens. Okay. Et donc, parce qu'effectivement, il y a des Canadiens. Vous en avez vu, je vous ai donné des exemples avant. Okay. Alors là, on va faire un colloque. Et je vais terminer ici. Okay, en beauté. Je vais essayer. Okay. Donc, la conclusion, voilà. Ça, c'est des timbres
commémoratif. Ok, je ne sais pas si on a fait ça en Espagne. Quelqu'un pourrait me dire? J'aurais dû me renseigner, vous allez me dire avant, mais vous connaissez des timbres commémoratifs sur la BD? C'est sûr que vous avez déjà vu, c'est vrai que les timbres, pour vous, ça n'a aucune valeur, mais bon, de vos parents. Peut-être vos parents, parce qu'aujourd'hui, ça n'existe pas. Ça fait vachement que j'ai pas acheté un timbre. Oui, voilà, c'est ça le but. Mais bon, c'est les dernières années, les timbres commémoratifs. Mais bon, commémoratif, ça va. Hein. Ouais. En espagnol, à peu près le même mot. Hein. Des médailles. Oui, il y a aussi les médailles là-bas. Mais ouais, mais les médailles, ça coûte cher. Donc, on fait ça sur des timbres et vous avez certainement des timbres commémoratifs sur quelque chose de controversial. Donc, est-ce que je vais 50 ans de la mort de Franco, quoi. non, mais c'est trop controversé. On va pas citer ces exemples-là, mais voilà, sur des choses, des événements historiques super importants ou des personnages importants. C'est la même chose au Canada, évidemment, comme dans tous les pays, ils font des timbres. Et voilà, ça, c'est un timbre commémoratif sur la bande dessinée canadienne. La première, c'est en 1994. Il est là? Oui, 95, exactement. OK? Alors, vous avez 4 timbres. Et ces 4 timbres, en fait, essaient de montrer la diversité canadienne. Alors, par exemple, ça, c'est le super-héros blanc. Okay. Ça, c'est, je l'ai déjà vu, vous vous rappelez? C'est qui? C'est ça, c'est l'autochtone. Hein, donc, mais c'est déjà bien de mettre une autochtone. Donc, ça veut dire qu'ils reconnaissent quelque chose d'autochtone en 95. Et c'est le début du fort, c'est-à-dire d'une forte poussée multiculturaliste. Donc, ils reconnaissent comment dire, l'importance des autochtones, si vous voulez, mais évidemment encore de manière critiquable, problématique, right? C'est mieux que rien, mais c'est pas assez. Okay? Ici, c'est à nouveau le Canadien blanc, un peu plus tard. Et puis ici, c'est c'est les Québécois, c'est le francophone. Et c'est une femme en plus. Okay? Donc, vous avez un équilibre des genres. Mais vous n'avez pas d'équilibre des ethnies, si vous voulez, pour trouver un terme rapide. Okay? Et donc, il faut une nouvelle commémoration 25 ou 30 ans après. Okay? Et là, ils essaient d'aller un peu plus loin. Donc, à nouveau, c'est des grandes bandes dessinées très connues. Probablement que vous ne les connaissez pas, mais Louis Riel, c'est un héros de l'histoire canadienne, okay? Mais qui était métis. Okay, c'est-à-dire de la nation métisse, qui est donc reconnue comme une nation, hein, comme la nation catalane. Okay? Donc, c'est un Chester Brown, un anglophone blanc, qui a écrit ce livre comment dire, sur ce métis. Okay? Donc, d'une certaine manière, encore une fois, comme là, à peu près, on a une reconnaissance d'une autre nation, mais encore une fois, on aurait pu mettre, je vous ai donné des exemples, on aurait pu mettre Yagulanas, par exemple. Vous vous rappelez Yagulanas? C'est parce que le nom est très étrange, mais c'est celui qui faisait les rectangles blancs avec des lignes noires dedans, d'accord? Donc, c'est-à-dire lui-même un autochtone. On aurait pu mettre ça, mais ils ont choisi de mettre. Il faut dire que celui-ci est beaucoup plus célèbre et beaucoup plus facile à lire, même s'il n'est pas d'ailleurs très facile, mais plus facile à lire que le Yagulanas. Okay? Donc, ça s'explique aussi par ça. Ça, c'est quoi? Ça représente quoi? Au niveau national, au niveau ethnique ou linguistique, des francophones, right? Ça représente le Québec. Hein? Donc, à Québec, vous avez ici, je ne sais pas si vous pouvez. Oui. Vous voyez, ouais, c'est un peu flou. Hein? Donc, voilà, BD très célèbre. Vous la trouvez même à Casa del Libro. J'ai vérifié. On est allé il y a 2 jours. Hein? Et j'ai demandé justement, est-ce que vous avez la traduction, en traduction, hein, est-ce que vous avez donc pour la Québec ou la série Paul par Abaliati, et effectivement, ils en avaient un sur les 10 qu'il y avait. Eh bien, ça c'est anglophone, c'est le roman graphique anglophone, super connu, représentatif du roman graphique au Canada anglophone. Ok. Et ça, c'est quoi? Qu'est-ce que ça peut représenter? Qu'il n'y avait pas d'ailleurs là. Manga. Non. Pardon? Manga canadien. Donc, Kanga. Ah ouais, ok, oui, très bien, oui, j'ai pas entendu, excuse-moi. Donc, une influence manga, une influence très bien, ok, certainement, c'est la seule d'ailleurs là. Donc, un premier critère, un autre critère. Si vous regardez les noms, encore une fois, malheureusement, c'est un peu flou, mais elle s'appelle Tamaki. C'est 2 cousines, les cousines Tamaki. Tamaki, c'est pas un nom français, c'est pas un nom anglais, c'est un nom japonais. Donc, elle est d'origine japonaise, elle est canadienne, mais d'origine japonaise, ses grands-parents sont venus au Canada. Et donc, on a une minorité, si vous voulez. Okay. Donc, vous voyez qu'ici, ils ont fait un effort.
il y a une certaine évolution dans l'acceptation de la différence dans le domaine de la BD. Okay, bon, évidemment, ça se fait dans d'autres domaines aussi. Hein. Moi, je suis spécialiste de la BD. Je vous donne un exemple de BD. Et avec ça, je conclue. Merci beaucoup. Maintenant, les questions. C'est à vous de travailler maintenant. Vous pouvez le faire après. Après les questions. Comme ça, on applaudit les questions en même temps. Moi, je vais casser la glace. Casse. J'imagine qu'il y a beaucoup plus de traduction du français vers l'anglais que inversement, non? Parce qu'en principe, on peut considérer que pratiquement tous les Canadiens francophones parlent anglais. Donc, ils lisent déjà dans la version originale. Presque tous, c'est très, très optimiste. Il y a 57% de francophones québécois qui parlent anglais couramment. Donc, il faut voir la différence, c'est couramment. Ils sont bilingues. Ils sont quasi bilingues ou bilingues. Okay? Donc, ça veut dire qu'il y a 40% qui peuvent peut-être demander where is cafeteria, quelque chose comme ça, mais qui n'ont pas l'accent, ou ce serait difficile pour moi, qui ne sont pas très fluents. Donc 57%. Par contre, il y a 17% d'anglophones, 57, 17. Donc, dans ce sens-là, tu as raison, il y a une disproportion évidente. Et bien sûr, entre autres, à cause de ça, aussi, pas seulement à cause du domaine linguistique, mais aussi le fait qu'il y a une domination anglophone par rapport au francophone, financière, structurelle, etc. Différents facteurs. Ouais. Et dans les genres aussi, on peut imaginer que la BD humoristique est beaucoup plus difficile à traduire que la BD historique. Tout à fait. Parce que les jeux de mots, un humoristique, ça veut dire, en général, il y a des jeux de mots. Et donc, les jeux de mots, l'humour, hein, c'est toujours plus difficile de comprendre dans une langue étrangère. Et donc, effectivement, la traduction pose plus de problèmes. Et donc, effectivement, on constate que... Bon, ben, avant l'heure, c'est pas l'heure, après l'heure, c'est plus l'heure, comme on dit. Hein. Donc, bonjour à toutes et à tous, et merci de votre présence. Donc, je vais être très, très bref, puisque c'est pas moi que j'ai venu écouter, mais le professeur Christian Reims, donc, qui est professeur à l'Université d'Alberta au Canada. Et donc, c'est sans doute un des grands spécialistes mondiaux des comics. Et donc, il va vous parler aujourd'hui de ce qu'on appelle la double solitude, c'est-à-dire le Canada francophone et le Canada anglophone, qui s'ignorent plus ou moins. Enfin, c'est ce qu'il va essayer de nous montrer. Et donc, en fait, le titre officiel qu'il a choisi pour sa conférence, c'est où en est la recherche sur la BD canadienne, mais bon, il en parle également de cette double solitude, dont vous les voyez, fucking Frenchies, etc. Okay. Donc voilà, bonne écoute et merci Christian pour ta présence. Merci beaucoup, merci à l'université, merci à vous tous d'être venus. Ça va, vous m'entendez là-bas au bout? Ouais? Si pas, il y a plein de sièges là, donc vous pouvez. Il y a des places au premier rang. Changer, ouais. Je vais essayer de parler assez fort, mais c'est pas toujours évident pour la dernière rangée, quoi. Ok. Bien, bon, donc on peut passer à la première. Vous avez compris tout de suite que ici vous avez deux solitudes, hein, vous avez deux couleurs différentes, vous avez deux insultes différentes. Right? Je ne sais pas si vous connaissez celle-là d'ailleurs, probablement pas en fait. Un esti de tête carrée. Donc c'est la manière dont les Québécois appellent quand ils insultent plutôt vieux style, hein, les anglophones au Canada. Je suppose que vous avez le même genre de choses entre les Andalous et les Madrilènes, peut-être, je sais pas, non? Les Catalans. Okay, ou les Catalans évidemment, ou les Basques, etc. Il y a plus de deux solitudes en Espagne. Et donc esti, ça vient de hostie en fait. Hostie, ça va, hostie en français? Presque comme en anglais, je crois. Hostia, hein. Donc, vous savez que les Québécois, en fait, pour jurer, en fait, utilisent beaucoup de mots religieux. Hein, c'est deux fois plus. Enfin, ça se fait aussi dans d'autres langues d'ailleurs, mais oui, bien sûr, spécialement dans les pays catholiques, évidemment. Donc voilà, vous avez déjà les deux solitudes ici. Alors, c'est sur la bande dessinée, donc ça marche pas là. Je peux pas appuyer. Non, je peux pas descendre. Attends, peut-être. Maintenant, oui, ok. Voilà. On va commencer par des questions, que ce soit un peu interactif. Donc voilà, les questions ici. Combien d'habitants au Canada? Alors, le premier ne reçoit rien. Le deuxième non plus, d'ailleurs. Qui sait combien d'habitants au Canada? Personne? Bah, c'est pour ça que les questions sont là, parce que je sais que vous ne savez pas les réponses, donc comme ça, je peux parler.
Donc, environ 40 millions. 40 millions d'habitants. Donc, un peu moins que l'Espagne. Juste. En Espagne, 47, 48 millions. Ouais, ok, donc un peu moins. Quoi, ok. Combien au Québec? Québec, ça fait partie du Canada, ok, vous ne le sauriez pas encore. Enfin, tout le monde le savait, ça, non? Oui. Hein. Donc, le Québec, c'est partie du Canada. Combien de Québécois? Aucune idée? 8. Ok, donc 8 sur 40. 8 millions. 8 millions. Oui, 8 millions, oui. Oui. Donc 8 millions sur 40, donc un cinquième à peu près. D'accord? Ça veut dire qu'il y a 32 millions d'anglophones. Ok, donc vous avez maintenant une idée précise. Vous avez une disproportion très forte. D'accord? Combien de langues officielles au Canada? Deux. Tout à fait correct, ouais. Et puis combien d'habitants d'origine autochtone? Ça va, origine autochtone, ça va? Vous pouvez, ouais. À votre avis, combien à peu près? Je vais vous donner la réponse. Vous êtes ici. Donc, vous avez 70% de blancs. Je sais pas, on n'utilise pas tellement ça en Europe, en fait. Aux États-Unis ou au Canada, on utilise ça de toute manière très courante. Donc, blanc ou caucasien. OK? Caucasian en anglais, donc. Et donc, on a 30% de non-blancs au Canada. OK? Donc, ça veut dire que les minorités deviennent de plus en plus fortes au Canada de manière très visible, puisque c'est un pays d'immigration, de très forte immigration, évidemment. Et autre chose à dire aussi, c'est que le multiculturalisme, ça va, le mot, ouais, c'est assez facile à comprendre. Hein. Le multiculturalisme est une politique officielle au Canada. Dans très peu de pays, le multiculturalisme est officiel. Là, c'est officiel, c'est-à-dire dans les politiques que le gouvernement applique, il y a une intention multiculturelle, si vous voulez. D'accord? C'est important à savoir pour justement comprendre les deux solitudes. Okay. Et puis autre chose pour vous montrer que le Canada, c'est quand même pas un petit pays, même si c'est plus petit que démographiquement, pas géographiquement, mais démographiquement, c'est beaucoup plus petit que, enfin beaucoup, non, un peu plus petit que l'Espagne. Comment dire, le Canada, à partir de 76 ou 76, hein, fait partie du G7. G7, ça va? C'est les 7 pays, les 7 puissances les plus importantes industrielles, comment dire, du monde, et que depuis 76, 76, le Canada en fait partie. L'Espagne n'en fait pas partie. Donc ça vous donne une idée de la puissance aussi canadienne. Hein. Donc c'est un pays important. Ok. Ok. La BD canadienne. Ça dit quelque chose à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un peut citer une BD canadienne? Anglophone ou francophone? Ou autre d'ailleurs? Non, je pensais bien, c'est pas grave. Ça vous montre que j'ai terminé par J7, c'est un pays important, mais la bande dessinée. Par contre, je pense que vous pouvez citer une BD espagnole. Quelqu'un? Tous, plus ou moins? Au moins une BD espagnole, oui? Faites-moi oui, oui. Ok, je vois tout. Merci. Sinon, je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Comment dire? Donc, d'accord. Bon, donc la BD espagnole, vous connaissez évidemment, c'est normal, vous habitez en Espagne. BD française, puisque vous étudiez le français. Oui, vous en connaissez au moins une. Franco-belge. Non, c'est une bonne question. Franco-belge, on va dire. Pour simplifier, c'est beaucoup plus compliqué, mais pour simplifier. Ok. Ça va, vous en avez tous une en tête au moins. Tintin, par exemple. Ouais, tout le monde connaît Tintin. Astérix. Ouais. Donc voilà. Mais vous ne pouvez pas citer de BD canadienne. Donc ça vous montre aussi que la Belgique fait pas partie du G7, mais Tintin, il en fait partie lui. Ok. Donc oui, la discrepancy, hein, la différence énorme qu'il y a dans la puissance économique et puis la non-puissance comique. Économique, comique. Ok. Ça rime bien. Ok. Voilà. Donc vous avez des exemples. L'en voilà d'ailleurs quelques-uns rapidement. La question paraît très simple. Qu'est-ce que la BD canadienne? Mais en fait, elle n'est pas simple. C'est pour ça que j'ai mis des guillemets à Canada et à BD. Parce que d'abord, qu'est-ce que la BD? C'est pas aussi évident que vous pourriez le croire. On va pas trop discuter de cet élément. On va le faire de manière intuitive. On sait ce que c'est qu'une BD. Okay. Par contre, le Canada ou la BD canadienne, c'est un peu plus compliqué. Par exemple, est-ce que c'est une BD qui est créée au Canada ou bien est-ce qu'elle est imprimée au Canada, qui devient de plus en plus rare, même en Espagne, hein, comme vous savez, on fait imprimer en Chine ou dans d'autres pays. Hein, et est-ce que c'est édité au Canada ou pas? D'accord. Et donc là, vous avez des différences énormes. Par exemple, un auteur que vous connaissez peut-être,
Faut que je m'avance, mais on sait jamais. Guy Delisle, ça dit quelque chose à quelqu'un? Guy Delisle? Non? Ok, c'est un des grands de la bande dessinée francophone, qui a écrit entre autres des travelogues, en anglais, travelogues, parfois on utilise en français le mot travelogue, donc des journaux de voyage, si vous voulez. D'accord. Donc il a voyagé beaucoup en Corée, par exemple, en Chine, à Jérusalem, et il a écrit si vous voulez, un rapport écrit et en même temps dessiné, en fait, une bande dessinée sur son voyage. Ok. Donc il est très connu, mais il est né au Canada, au Québec précisément. Mais ces BD sont toutes publiées à 99% en France, et il habite en France depuis plus de 30 ans. Donc, est-ce que ces BD sont encore canadiennes? Okay. Alors, évidemment, les Québécois ou les Canadiens en général vont dire oui. Hein, toujours un peu de nationalisme derrière, ok. Mais c'est pas évident parce que en fait, dans ces BD, ils parlent pas du tout du Canada. Donc, est-ce que c'est des BD canadiennes? C'est une question qu'on peut se poser, ok. Alors, on peut continuer comme ça. Ici, vous avez des exemples. Voilà Guy Delisle ici. En fait, ça, c'est une des BD qui est peut-être un peu moins connue, qui est toute récente, Chronique de jeunesse. Ça, c'est une BD autochtone, ok, qui s'appelle Sept générations, donc qui remonte à comment dire à la BD, si vous voulez, lorsque les Indiens, c'était appelé comme ça à l'époque, hein, les autochtones, les indigenous en anglais, donc avant donc l'invasion européenne, si vous voulez, l'occupation européenne, la colonisation européenne. Et puis ici les nombrils, quelqu'un connaît les nombrils? Très populaires même en France en fait. Elles se vendent énormément comme des petits, comme des croissants. Pas autant peut-être que les croissants, mais presque. Ok. Et puis ça, c'est une Française qui habite au Canada. Et puis ça vous montre la diversité en partie. Et puis celle-ci, c'est une BD, par exemple, pour montrer la diversité aussi. Ça, ce sont des livres, mais comme vous le savez, la BD, c'est pas seulement publié en livre, c'est publié, par exemple, dans les journaux ou sur le web. Donc, il y a des différences, évidemment. Hein. On va pas trop parler de ça, on va parler surtout de la BD en livre. Ok. Voilà. Alors, pour vous donner une idée des deux solitudes, une première idée des deux solitudes, je vous présente un texte qu'on trouve sur le site web de la Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Okay. Alors, il est écrit comme première phrase, comme au Québec, l'édition de la bande dessinée canadienne. Vous voyez, la première phrase, elle dit tout de suite qu'il y a une coupure, hein, parce qu'elle dit, comme au Québec, la canadienne. Ça devrait pas, cette coupure ne devrait pas exister puisque les Québécois sont canadiens. Donc mais c'est assumé, si vous voulez. D'accord? Alors, je ne sais pas si on trouve ces exemples-là en Espagne, avec les Catalans qui diraient ça, par exemple. Comme en Catalogne, la BD espagnole, c'est des choses comme ça, quoi. Donc, ça montre tout de suite la coupure. Donc, ça, c'est un document officiel. C'est écrit par la Bibliothèque nationale. D'accord? Des archives. Vous imaginez? Donc, officiellement, ils reconnaissent que, en fait, c'est deux choses différentes. OK? Donc, pour vous donner juste un seul exemple, il y en a beaucoup, on va en voir d'autres. Hein. Alors la BD canadienne, donc voilà, donc d'autres exemples ici que je vous présente. Donc elle est immense, hein, même si vous la connaissez pas, c'est assez grand. Elle est devenue importante depuis les années à peu près 90. Elle est sur divers supports, hein, comme le journal par exemple, qu'on appelle les strips en anglais, comic strip, right? Les albums, donc les livres, si vous voulez, qui sont parfois appelés romans graphiques ou récits graphiques. Le manga avec c'est pas le manga ici c'est un peu maintenant ça devient une obsession vous savez pourquoi je dis ça hein, maga ouais ok donc c'est une erreur donc magazine ça va et en ligne donc ouais bon pas et puis les âges aussi c'est différent donc enfants ados adultes la BD pour enfants est bon pas nécessairement connue par exemple moi je la connais très peu. Je m'intéresse peu à c'est pas que c'est pas bien, c'est que il faut limiter le corpus. Je sais pas si vous travaillez parfois sur des corpus comme ça, le corpus linguistique ou corpus livresque, etc. Et donc, vous devez vous limiter. Et donc, par exemple, moi, la BD pour enfants, en général, je l'intègre pas dans mon corpus. Ok. Je travaille surtout sur celle pour ados et plus encore sur celle pour adultes. Ok. Alors, vous avez aussi les genres qui sont très différents. Hein, les genres intimes, autobiographiques, historiques, didactiques, humoristiques, etc., etc. Il y en a beaucoup d'autres. Okay. Puis vous avez des styles différents. Okay. Et ouais, j'ai terminé avec ça. Et puis donc ça c'est notre groupe de recherche. Donc on a formé un groupe de recherche d'une dizaine de chercheurs qui tous ensemble on travaille sur la BD canadienne. Okay, et spécifiquement dans le cadre des deux solitudes. Okay.
C'est un site web, donc c'est notre site web. OK. Alors, je vais introduire rapidement deux concepts qui nous permettent de travailler, d'analyser ce qu'on fait. OK. Bonjour. Bonjour. Quelqu'un peut récapituler ce que j'ai dit jusque maintenant pour les deux? OK, OK. Donc, introduction, donc c'est en anglais. Je suis désolé, je n'ai pas traduit, j'aurais dû. Donc, le concept des deux solitudes et le concept de comics worlds. OK? Donc, ça, les deux mondes de comics. OK? Donc, ça, c'est tiré d'un roman qui s'appelle Two Solitudes, qui est écrit en anglais en 1945 et qui se passe à Montréal. Et à Montréal, aujourd'hui, évidemment, ville que l'on connaît comme francophone, à l'époque, elle est colonisée par les anglophones. Hein, et donc, c'est le roman qui raconte l'histoire de deux sociétés qui se comprennent pas, qui se fréquentent pas. Et c'est pour ça que ça s'appelle Deux Solitudes. Donc, les anglophones vivent à Montréal. Encore aujourd'hui, 15% d'anglophones à Montréal, par exemple. Et ils se fréquentent pas. En général, les anglophones sont beaucoup plus riches. Ils sont protestants. À l'époque, ça a beaucoup moins d'importance aujourd'hui, mais à l'époque, en 1945, c'était encore très important. La religion est encore dominante, si vous voulez, comme facteur d'influence. Okay, tandis que les Québécois francophones sont... J'essaie de voir si vous écoutez ou pas. Sont... Ok, mais je voulais que eux répondent. Ok, donc ils sont catholiques. Ok, donc et à l'époque, catholiques protestants, ça s'entend pas très bien. Ok, encore une fois, aujourd'hui, c'est quelque chose pour vous qui probablement n'est pas très important, mais qui à l'époque était très important. Ok, un peu comme au XIXe siècle, même en Espagne, ça pouvait être un problème crucial. Ok, ok. Et donc le deuxième concept, ouais, je vais peut-être expliquer le premier d'abord. On revient sur ça. Donc, c'est une des bases qui a été la notion des deux solitudes, qui a créé la notion des deux solitudes. Donc, la séparation entre les communautés françaises et anglophones, c'est-à-dire francophones et anglophones pour être plus correct. C'est quelque chose on peut établir un parallèle direct entre la Belgique, hein, avec la Belgique, où on a deux communautés aussi, plus ou moins, hein, avec à l'inverse, si vous voulez, puisque les francophones, dans ce cas-là, étaient les dominateurs. Alors qu'au Canada, c'est la dominée. Okay, et évidemment, elle est aujourd'hui désignée comme les deux colons. Ce sont les anglophones et les francophones, c'est ceux qui ont colonisé le Canada. Okay, donc, de ces troisième qu'on va voir, ces troisième solitudes, qui sont les autochtones, indigenous en anglais. Ok, on peut passer ça. Voilà. Donc, pour donner une idée des tendances. Dans le domaine de la bande dessinée, il y a une séparation assez nette aussi. Donc, on a vu qu'il y avait une séparation de langue et de religion. Okay, donc, ça, c'est traditionnel. Celle de religion a plus ou moins disparu, c'est très nettement atténué. La linguistique, évidemment, reste très forte, la séparation entre les deux, même s'il y a des ponts entre eux avec la traduction, par exemple, dans le domaine du théâtre, du roman, etc., il y a pas mal de traductions, donc il y a des ponts culturels entre les deux. Okay, donc, des romans français, francophones, si vous voulez, les Québécois, sont lus par des anglophones et réciproquement. Okay, dans le domaine de la BD, c'est différent. D'abord, il y a beaucoup moins de traductions. En tout cas, jusqu'à récemment, il y en avait beaucoup moins. Et ensuite, c'est deux traditions différentes. La tradition anglophone s'inscrit dans la tradition américaine. Et la tradition américaine était dominée, depuis le cas depuis une dizaine, une vingtaine d'années, était dominée par le super-héros. Okay, alors que la tradition francophone était dominée par Tintin. Pas nécessairement ce Tintin-là, probablement parce que Tintin-là. Hein. Donc ça, c'est une parodie, hein, ce qu'on appelle une parodie, elle se moque de Tintin. Hein. Et puis ça, donc il y a une troisième tradition, par exemple francophone, ici, qui en fait, on appelle alternative. Donc ça, c'est mainstream en anglais, donc le grand public, si vous voulez, on pourrait traduire ça par grand public. Hein. Tout le monde disait ça. Tout le monde a mené. Beaucoup d'anglophones disaient ça, canadiens anglophones, beaucoup de francophones disaient ça, mais pas réciproquement. Okay, donc cette BD-là était quasiment inconnue dans le domaine anglophone et inversement, un peu moins, puisqu'il y a domination culturelle, évidemment, mais ça reste vrai. Celle-ci, en fait, était influencée par les deux, à la fois par la tradition américaine et par la tradition francophone. Mais elle est alternative, c'est-à-dire qu'elle est lue par très peu de gens. Hein, avant-garde, si vous voulez, où les différents termes ne sont pas exactement les mêmes, mais on va garder alternative. Ok, donc les deux dominantes, c'est celle-ci. Ok, et je vous montre bien la séparation entre les anglophones, la BD francophone et les comics, si vous voulez. Okay, jusqu'à il y a 30 ans, c'était quasiment absolu, à 80%, 90%.
Ok, c'est moins vrai, évidemment, dans les dernières années, mais ça reste vrai. Ok. Alors, justement, maintenant, ça nous permet de parler de la troisième solitude. Donc, à partir des deux solitudes, notre groupe, on a créé deux nouvelles solitudes. Une troisième, qui est la solitude autochtone. Ça, c'est parce que, en fait, les autochtones ont très peu de contacts positifs avec les anglophones et les francophones. Bon, c'était vrai, certainement, jusque les années 90, non, 1990, non. Et ça devient de moins en moins vrai, mais ça reste fondamental quand même. Okay, donc, les communautés autochtones sont isolées, en général, littéralement, dans des réserves, mais ils sont isolés aussi pour des tas de raisons que vous pouvez imaginer, de racisme, etc. Donc, de traditions coloniales qui ont créé un système qui fait qu'ils sont isolés. Donc, elles ont leur propre tradition de BD, si vous voulez, en général plus influencée par les anglophones, en général. Donc, les BD qu'elles créent, c'est des BD assez influencés par le comics. Okay. Mais ici, ce que je vous montre, c'est en fait le fait que les francophones et les anglophones ont approprié, je ne sais pas si le terme est devenu commun en critique francophone, mais il est très important en critique anglophone. Donc, on se sont appropriés comment dire, des choses, des idées, des représentations, des héros pour eux-mêmes, si vous voulez. Donc, par exemple, je donne un exemple. Nelvala, par exemple. Nelvala, c'est une héroïne inuite, par exemple, qui était dans les traditions folkloriques, traditionnelles, dans les contes, si vous voulez, que les Inuits, ça va, les Inuits, ça va, bon, hein, en général, simplifié, au nord du Canada, la partie du Canada aussi, au nord du Canada. Donc, il y avait des Inuits donc, qui racontaient des histoires, nécessairement, comme toutes les cultures, et Nelvala était une des héroïnes. Elle a été appropriée dans les années 1940, par les Blancs de l'époque, ce que j'appelle donc les colons, si vous voulez, de l'époque. Et ils en ont fait leur propre héroïne, évidemment en la blanchissant, donc comment dire, en la présentant plus comme une héroïne, comment dire, anglophone, si vous voulez, de l'époque, en éliminant certains traits fondamentaux de la culture autochtone, okay, inuit dans ce cas-ci. Pas tout à fait la même chose. Je simplifie. Hein, vous pouvez me poser des questions après. Je suis obligé de simplifier un peu parce que tous ces termes-là, Inuit, par exemple, c'est pas exactement la même chose que autochtone ou troisième ou First Nation. Ok, mais j'ai pas le temps de pouvoir expliquer chaque terme. C'est pour ça que je mettais des guillemets à certains mots parce qu'en fait, les choses sont plus compliquées. Ok. Voilà d'autres appropriations. Donc, comment dire, donc ça c'est d'autres BD où on a approprié ici des autochtones aussi, ici aussi, je n'ai pas le temps de parler de tous ces BD, mais celle-ci est faite en 2026, et ça c'est difficile 2026, parce que ce n'est pas encore 2026. C'est ce qu'on appelle une coquille, hein, d'accord. Donc c'est pas 2026, c'est 2025, mais peu importe. Voilà, donc voilà un exemple d'appropriation dans le domaine de la BD belge, par exemple. Hein. Chose intéressante, c'est qu'une appropriation positive, hein, parce qu'il y a des appropriations négatives et d'autres positives, ça reste une appropriation, mais elle est positive parce que les Indiens d'Amérique sont en fait dans Tintin présentés plus ou moins positivement contre les Américains. Okay, mais on n'a pas le temps de trop rentrer. Je ne sais pas si vous connaissez probablement pas ça, c'est une BD qui était très célèbre dans le domaine de la BD, chez les enfants spécialement. Et puis voilà, ça c'est une BD par contre autochtone, faite par des autochtones, en général lue par des autochtones, mais maintenant de plus en plus au-delà, puisque on commence à sortir des trois solitudes. La troisième solitude commence à s'épanouir au-delà, pour des tas de raisons, entre autres grâce au multiculturalisme du gouvernement canadien. Ok, ok. Voilà un exemple d'œuvre assez complexe, plutôt alternative, autochtone. Okay, c'est par donc un auteur qui s'appelle Yagulanas, qui est de la côte ouest. Je ne sais pas si vous voyez le Canada, donc c'est du côté de Vancouver. Okay, donc au nord de Vancouver, il y a plusieurs cultures autochtones. L'une d'elles s'appelle Aïda, c'est le nom de la culture, Aïda, et il a créé une œuvre qu'il a appelée Red Haida Manga. Okay, donc Red, rouge, hein, pour la référence, entre autres, ironique à peau rouge. Okay? Et Aïda, c'est le nom de cette culture. Et manga signifie que, et en fait, lui s'est approprié la culture manga qui, dans les années 90,
commencé à être très célèbre et très couru, si vous voulez. Okay. L'ironie, si vous voulez, c'est qu'il fait ça, il le dit explicitement et ça se voit dans l'œuvre, il fait ça en fait pour dire je veux pas que ce soit un comics. Parce que les comics, c'est produit par les anglophones m'ont colonisé, donc je veux pas être influencé par la culture anglophone. Et donc il dit, je vais prendre une autre culture que celle des colons, les francophones et les anglophones, je vais prendre la culture japonaise. Ironie évidemment, parce que les Japonais ont été aussi des impérialistes, ils ont aussi eu un empire pas longtemps avant, ou quasiment parallèlement à l'empire belge par exemple. Okay. Alors, ce qui est très intéressant dans l'œuvre ici, c'est vous avez une toute petite partie évidemment ici. En fait, c'est un mural, comment dire, une peinture murale, si vous voulez, au départ, qui est immense, qui est plus grande que l'écran ici, un peu plus grande, pas beaucoup plus grande, mais un peu. Et ça, c'est donc une partie. En fait, il y a au total 108 squares, cases, ok. Et ces cases sont de manière traditionnelle. Ça existait aussi dans la BD traditionnelle, faites comme des carrés qui sont l'un après l'autre, tous réguliers plus ou moins. Hein. Dans une BD vraiment très traditionnelle, c'était comme ça que c'était fait. Hein. Il n'y avait pas de changement de dimension, un peu comme dans les mangas que vous connaissez probablement. Qui lit des mangas maintenant? Personne ne lit manga? Ouch. Ok, une, deux, trois, quatre. Oh, ouais. Ok, wow. Ok. Même les mangas. Bah, c'est vrai qu'il y a des tas de choses autres maintenant. Les séries télé, etc. Donc, ça devient difficile. Bon, bref, tout ça, donc, est très intéressant parce que ce qu'il fait, c'est qu'il dessine une première version, qui est la version séparée par des bandes blanches. C'est pas pour rien qu'elles sont blanches. Okay. D'une part parce que c'est comme ça qu'en général une BD est faite, elle est séparée par des, mais aussi parce qu'il y a une référence à blanc, évidemment. Okay. Et puis il fait d'autres cases qui sont séparées par une bande noire. L'opposition évidemment est claire, right? Entre le colon et le non-colon, si vous voulez. Et si vous lisez la BD comme ça, vous avez une version plus ou moins. Si vous la lisez comme ça, vous aurez une autre version, une autre lecture. Donc il y a deux versions. C'est une œuvre assez difficile à lire. Il faut vraiment beaucoup de temps, beaucoup de patience. Ok, c'est un peu comme un puzzle, si vous voulez. Hein. Et donc voilà, il dit, avec ça, je montre qu'en fait, il y a plusieurs versions possibles. Une version hyper rationnelle, coupée avec des lignes droites, blanches, ok, qui reflète la colonisation, qui reflète l'idéologie coloniale. Et puis la version séparée par des courbes et qui reflète la culture Aïda, la culture non coloniale, si vous voulez. Okay, il les met tous les deux en parallèle. Okay. On a l'heure? Ça va, je tiens. Ok. Et alors maintenant, il y a une quatrième solitude, qui est le monde des mangas. Alors pourquoi je l'appelle une solitude? C'est le cas aussi en Europe, mais depuis une vingtaine d'années de moins en moins. Mais quand même, ça existe même en Europe. C'est-à-dire qu'en fait, la lecture des mangas, les lecteurs des mangas, les festivals de manga, les festivals de manga, toutes les associations de fans, etc., sont isolées. Si vous demandez, par exemple, et nous l'avons fait, si vous demandez, par exemple, à des fans de manga, ils vous disent la BD, j'aime pas ou je connais pas. Ou les comics, j'aime pas ou je connais pas. Ils lisent des mangas uniquement. Donc, ils vivent dans leur propre monde, si vous voulez, et c'est pour ça qu'on l'a appelé la quatrième solitude. Parce qu'il y a un quatrième monde qui, à côté des trois autres, existe sans relation importante. Évidemment, ils en ont, hein, c'est rien du tout, mais très peu. Okay. Et voilà l'exemple de manga, on vient de le voir, c'est donc Red Manga, dont je vous ai parlé avant. Il y en a d'autres, par exemple celle-ci, et celle-ci est un bon exemple aussi de savoir si c'est canadien. Alors ça, c'est une Russe qui a fait cette BD, qui est allée au Canada, anglophone, et puis qui est partie vivre en Californie. Alors, est-ce que cette BD est canadienne? Elle est russe, donc elle est allée au Canada quand elle avait 14 ans, puis elle a vécu 10 ans au Canada, elle a fait cette BD, et puis elle est allée en Californie. Donc, savoir si c'est une BD canadienne ou c'est pas une BD canadienne, c'est pas évident. Les Canadiens, encore une fois, vous diront oui, évidemment. Hein. Et donc, c'est très influencé par les mangas en plus. Donc, c'est ce qui fait aussi la question. C'est-à-dire que, est-ce que c'est canadien, c'est du manga? Est-ce que le manga est canadien? C'est une question. Je ne sais pas si ça existe, s'il y a des exemples. J'aimerais bien, en fait, savoir, si quelqu'un le sait, s'il y a des mangas, des BD espagnols influencés par des mangas. Donc, c'est des BD espagnols, faites par un espagnol, mais qui sont de style manga. En France, il y a un fort mouvement. Pardon?
Je pense qu'il y en a. Ok. Ce ne serait pas étonnant, puisque... C'est un peu alternatif. Oui, donc ça reste encore... voilà, donc dans ce sens-là, une solitude isolée. Oui. Ouais, ok. Et ça, c'est une française, donc je vais dire française francophone, une BD canadienne francophone, qui malheureusement est out of print, qui n'est plus disponible, qui je trouve très intéressante, mais qui malheureusement, comme je dis, et puis, comment dire, qui est très influencée par les mangas aussi. Et là, c'est un site d'un magazine manga canadien. Donc, pour vous dire, on a une sorte d'évolution, parce que là, c'est fait par pas d'évolution, mais de différence, si on veut. On a donc différents types de mangas, de BD influencés par le manga, à différents degrés, de différentes manières. Okay, mais elles sont relativement isolées. Okay. La deuxième méthode que j'utilise, que le groupe utilise, c'est la méthode de la sociologie, de considérer le monde, les mondes de la BD, des comics, des mangas, comme des mondes complexes où l'œuvre est un des éléments de tout ce monde. Quand on essaie de comprendre comment interpréter l'œuvre, on n'interprète pas seulement l'œuvre, on interprète aussi le rôle des autres facteurs, et entre autres le rôle des autres acteurs. Par exemple, l'imprimeur, l'éditeur. On ne sait pas souvent, mais l'éditeur a parfois un rôle très important, une influence très importante sur l'œuvre, en censurant, ou en orientant, en conseillant, etc. C'est quelque chose qui n'est pas souvent dit, mais qui en fait a une extrême importance. Dans certains cas, très important. Dans d'autres cas, moins important. Mais quand même, c'est présent. Okay, donc, il y a une série d'acteurs dans ce monde qui jouent les uns avec les autres, qui jouent dans le sens figuré, donc ceux qui collaborent, si vous voulez, les uns avec les autres. Et c'est la manière pour nous de comprendre une œuvre. Donc, on n'essaie pas de comprendre une œuvre seulement en la lisant. On lit l'œuvre, puis là, on l'interprète, comme on fait souvent à l'école. Vous avez fait ça pour nous. Pour nous, d'accord. Bachi, le bachi, donc, on dit pas bachi. Donc, pour faire un école secondaire, c'est ce que vous faites, vous lisez l'œuvre et puis vous discutez par exemple l'interprétation de l'œuvre, interpréter les personnages, par exemple. Hein. Mais nous, on fait ça, mais on l'intègre en même temps dans un monde beaucoup plus complexe où on essaie de voir quel a été le rôle de l'éditeur, quel a été le rôle des journaux, l'influence des journaux qui donnent une interprétation plutôt qu'une autre, par exemple. Donc, on essaie de jouer avec tous les facteurs, enfin, en tout cas le plus possible, okay, pour montrer la complexité de l'interprétation d'une bande dessinée, par exemple. Évidemment, au départ, ça a été fait en fait par un sociologue qui s'appelle Howard Becker, qui est américain, et qui l'avait fait pour le domaine de l'art. Il avait fait pour le domaine, par exemple, l'art au sens vraiment très général. Il était lui-même pianiste de jazz et il l'avait fait au début pour interpréter le monde du jazz, si vous voulez, pour montrer que c'était encore une fois qu'il n'y avait pas un seul personnage, celui qui jouait, par exemple, qui était important, mais il y avait une série de phénomènes complexes qui créaient cette œuvre. Okay, voilà, donc je vais passer. On a combien de minutes encore là? Tu as 10 minutes. Ouais, ça va. Je vais aller ici. Ouais, donc il y a des transferts. Donc je vous ai parlé de solitude, mais évidemment notre but n'est pas vraiment de dire oh il y a des solitudes et puis c'est fini, plus rien. En fait, ce qui nous intéresse, c'est d'analyser les transferts, c'est-à-dire d'une solitude à l'autre, qu'est-ce qui se passe? Quels sont les passages qui se font à travers, par exemple, la traduction, par exemple. Donc on fait la liste de traductions, on dit quelles sont les œuvres qui sont traduites. Pourquoi ces œuvres-là sont-elles traduites et pas d'autres? Est-ce qu'un genre est plus traduit qu'un autre? Donc, est-ce que le genre historique est plus traduit dans notre langue que le genre humoristique? Donc, on essaie de comparer tout ça. On est une équipe de 10, hein, parce que c'est gigantesque comme projet. Hein, comme souvent, des groupes de recherche, ils prennent des projets assez grands hein, pour pouvoir justement avoir une vue complexe de ce monde, de ces mondes. Okay, alors, il y a, par exemple, une spécialiste italienne. Il y a des Italiens dans la salle? Ouch. Ok, je suis désolé, je vais la critiquer. Non, je ne sais pas nécessairement pas du tout. En fait, c'est une collègue. Mais elle a fait un livre dans lequel il y a un chapitre qui parle des contacts entre les francophones et les anglophones. Et en fait, elle fait du bon boulot en essayant d'analyser. Le problème, c'est que son analyse, sa conclusion, c'est qu'il y a des transferts.
Et pour nous, dans notre travail, on constate qu'en fait, c'est beaucoup trop positif, c'est beaucoup trop optimiste, parce que c'est vrai qu'il y a des transferts, mais quantitativement, c'est pas significatif. Et donc, sa conclusion est biaisée, parce que c'est pas quantitatif. Donc, elle dit, ah oui, par exemple, elle prend 3 années de suite, il y a eu une revue où il y avait effectivement des échanges à Montréal, des échanges de BD, dans la BD et de BD. Okay. Mais ces échanges, en fait, étaient pendant 3 ans seulement. Et puis, la revue est tombée à l'eau. Donc, je crois que c'est de 2015 à 2018, comme ça. Et puis, c'est tombé. Ça a disparu. Donc, le fait que ça ait disparu montre bien que ça n'a pas pu tenir. D'accord? Donc, voilà. C'est pour vous donner un exemple qu'il y a des transferts, mais qu'il ne faut pas non plus être trop optimiste. OK? Donc, ça veut dire que les solitudes existent toujours. Elles persistent, si vous voulez. C'est aussi un magazine qui a enfin, vous pourrez me poser la question si vous voulez. Donc, l'oubli manga. Voilà, ça c'est un exemple de BD qui sont, je vous disais, donc produites dans un pays, dans une culture différente de la culture japonaise. Par exemple, quelqu'un connaît les manfra ou les kanga? Alors, ça, les kangas, je suis sûr que vous ne connaissez pas. C'est moi qui ai créé le mot. Donc, mais les manfra, les manfra, ça veut dire les mangas français. Okay. Donc, ce sont les mangas qui sont créés par les Français. Okay. Et moi, sur ça, j'ai créé les kangas, c'est-à-dire les Canadiens. Donc, les mangas canadiens. Okay. Et donc, parce qu'effectivement, il y a des Canadiens. Vous en avez vu, je vous ai donné des exemples avant. Okay. Alors là, on va faire un colloque et je vais terminer ici. Okay. En beauté. Je vais essayer. Okay. Donc, la conclusion, voilà. Ça, c'est des timbres commémoratifs. Okay. Je ne sais pas si on a fait ça en Espagne. Quelqu'un pourrait me dire? J'aurais dû me renseigner, vous allez me dire avant, mais vous connaissez des timbres commémoratifs sur la BD? C'est sûr que vous avez déjà vu, c'est vrai que des timbres, pour vous, ça n'a aucune valeur, mais bon, de vos parents. Peut-être vos parents, parce qu'aujourd'hui, ça existe. Ça fait maintenant que c'est pas un timbre. Oui, voilà, c'est très bien. Mais bon, c'est les dernières années, les timbres commémoratifs. Mais bon, commémoratifs, ça va. Ouais. En espagnol, à peu près le même mot. Des médailles. Oui, il y a aussi les médailles là-bas. Mais ouais, les médailles, ça coûte cher. Donc, on fait ça sur des timbres et vous avez certainement des timbres commémoratifs sur quelque chose de controversial. Donc, est-ce que 50 ans de la mort de Franco, quoi. Non, mais c'est trop controversé. On va pas citer ces exemples-là, mais voilà, sur des choses, des événements historiques super importants ou des personnages importants. C'est la même chose au Canada, évidemment, comme dans tous les pays, ils font des timbres. Et voilà, ça, c'est un timbre commémoratif sur la bande dessinée canadienne. La première, c'est en 1994. Il est là? Oui, 95, exactement. OK? Alors, vous avez 4 timbres. Et ces 4 timbres, en fait, essaient de montrer la diversité canadienne. Alors, par exemple, ça, c'est le super-héros blanc. Okay. Ça, c'est, je l'ai déjà vu, vous vous rappelez? C'est qui? C'est ça, c'est l'autochtone. Hein, donc, mais c'est déjà bien de mettre une autochtone. Donc, ça veut dire qu'ils reconnaissent quelque chose d'autochtone en 95. Et c'est le début d'une forte poussée multiculturaliste. Donc, ils reconnaissent comment dire, l'importance des autochtones, si vous voulez, mais évidemment encore de manière critiquable, problématique, right? C'est mieux que rien, mais c'est pas assez. Okay. Ici, c'est à nouveau le Canadien blanc, un peu plus tard. Et puis ici, c'est les Québécois, c'est le francophone. Et c'est une femme en plus. Okay. Donc, vous avez un équilibre des genres. Mais vous n'avez pas d'équilibre des ethnies, si vous voulez, pour trouver un terme rapide. Okay. Et donc, il faut une nouvelle commémoration 25 ou 30 ans après. Okay. Et là, ils essaient d'aller un peu plus loin. Donc, à nouveau, c'est des grandes bandes dessinées très connues. Probablement que vous ne les connaissez pas, mais Louis Riel, c'est un héros de l'histoire canadienne, okay, mais qui était métis. Okay, c'est-à-dire de la nation métisse, qui est donc reconnue comme une nation, hein, comme la nation catalane. Okay. Donc, c'est Chester Brown, un anglophone blanc, qui a écrit ce livre sur ce métis. Okay. Donc, d'une certaine manière, encore une fois, comme là, à peu près, on a une reconnaissance d'une autre nation, mais encore une fois, on aurait pu mettre, je vous ai donné des exemples, on aurait pu mettre Yagulanas, par exemple. Vous vous rappelez Yagulanas? C'est parce que le nom est très étrange, mais c'est celui qui disait
les rectangles blancs avec des lignes noires dedans, quoi. D'accord? Donc, c'est-à-dire lui-même un autochtone. On aurait pu mettre ça, mais ils ont choisi de mettre. Il faut dire que celui-ci est beaucoup plus célèbre et beaucoup plus facile à lire, même s'il n'est pas d'ailleurs très facile, mais plus facile à lire que le Yagulanas. OK? Donc, ça s'explique aussi par ça. Ça, c'est quoi? Ça représente quoi? Au niveau national, au niveau ethnique ou linguistique? Des francophones, right? Ça représente le Québec. Hein? Donc, à Québec, vous avez ici, je ne sais pas si vous pouvez. Oui. Vous voyez, ouais, c'est un peu flou. Hein? Donc, voilà, PD très célèbre. Vous la trouvez même à Casa del Libro. J'ai vérifié. On est allé il y a 2 jours. Hein, et j'ai demandé justement, est-ce que vous avez la traduction, en traduction, hein, est-ce que vous avez donc pour la Québec ou la série Paul par Avaliati, et ils en ont effectivement, ils en avaient un sur les 10 qu'il y avait. Eh bien, ça c'est anglophone, c'est le roman graphique anglophone, super connu, représentatif du roman graphique au Canada anglophone. Ok. Et ça, c'est quoi? Qu'est-ce que ça peut représenter? Qu'il n'y avait pas d'ailleurs là. Tanga. Non. Pardon? Manga canadien. Donc, Tanga. Ah ouais, ok, ah oui, très bien, oui, j'ai pas entendu, excuse-moi. Donc, une influence manga, une influence très bien, ok, certainement, c'est la seule d'ailleurs là. Donc, un premier critère, un autre critère. Si vous regardez les noms, encore une fois, malheureusement, c'est un peu flou, mais elle s'appelle Tamaki. C'est 2 cousines, les cousines Tamaki. Tamaki, c'est pas un nom français, c'est pas un nom anglais, c'est un nom japonais. Donc, elle est d'origine japonaise, elle est canadienne, mais d'origine japonaise, ses grands-parents sont venus au Canada. Et donc, on a une minorité, si vous voulez. Okay. Donc, vous voyez qu'ici, ils ont fait un effort. Il y a une certaine évolution dans l'acceptation de la différence dans le domaine de la BD. Okay. Bon, évidemment, ça se fait dans d'autres domaines aussi. Hein. Moi, je suis spécialiste de la BD. Je vous donne un exemple de BD. Et avec ça, je conclue. Merci beaucoup. Maintenant, les questions. C'est à vous de travailler maintenant. Vous pouvez le faire après. Après les questions. Comme ça, on applaudit les questions en même temps. Moi, je vais casser la glace. Casse. J'imagine qu'il y a beaucoup plus de traduction du français vers l'anglais que inversement, non? Parce qu'en principe,